Au début, il y avait l'obscurité. Et puis le Big Bang a donné naissance à un monde fait de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes nous aident à comprendre les mystères de cet endroit énigmatique et déconcertant qu'on appelle l'univers. Détruire la planète Terre. Cette idée a inspiré d'innombrables prophéties, prédictions et récits de science-fiction. On peut imaginer des tas de scénarios passionnants. La vaporisation instantanée. La spaghettification extrême. Une explosion d'antimatière. Des experts en astronomie et en astrophysique ont chacun un plan pour détruire la Terre. Les bâtiments fondraient. La matière deviendrait une pâte molle. Tout ce qui est maintenu par la gravité serait désintégré. C'est une manière explosive de découvrir la science des extrêmes de notre planète et de l'univers. Préparez-vous à découvrir 10 versions de la fin du monde, dans 10 méthodes pour détruire la Terre. N'essayez pas ça chez vous. La survie. C'est le jeu auquel notre planète joue chaque jour contre un univers agressif. Mais pendant 4,5 milliards d'années, les deux joueurs sont restés ex-aequo. Et le match continue. Il existe plein de choses qui pourraient nous tuer, mais aucune n'y est parvenue jusqu'ici. Certaines menaces, comme des rejets très puissants de rayons gamma depuis des galaxies lointaines, manquent leur coup de très loin. D'autres dangers ne parviennent pas à traverser nos barrières invisibles. Le champ magnétique de la Terre nous protège des dangereuses particules chargées. La couche d'ozone filtre le rayonnement ultraviolet. Mais même si le cosmos n'arrive pas à trouver le moyen de détruire notre planète, certains scientifiques renommés ont leurs idées. Le docteur Bruce Betts, par exemple, connaît parfaitement les dangers que la Terre encourt à cause des astéroïdes et des débris spatiaux. Une de mes façons préférées de détruire la Terre quand je me sens un peu fou, je pense que je resterai simple et que je lui balancerai un énorme objet. Notre compte à rebours vers la catastrophe commence avec le numéro 10. Chaos de l'espace. On balance des trucs les uns contre les autres. C'est un peu comme une course de monster truck à l'échelle planétaire. Mais Betts sait bien qu'écraser la Terre n'est pas si simple. Les gros impacts entraînent la destruction. Mais ils ont du mal à détruire la planète entière, même s'ils peuvent causer la disparition de la majorité des espèces vivantes, comme il y a 65 millions d'années avec les dinosaures et 70% des espèces terriennes. Le problème, c'est que l'astéroïde anti-dinosaure n'avait pas assez de masse pour détruire complètement la planète. Il était un peu plus gros que le mont Everest, ce qui a l'air impressionnant, sauf si on recule de 300 km. Si on avait un globe à échelle, on ne serait pas capable de sentir l'Himalaya du bout des doigts. Ces montagnes ont l'air énormes à notre échelle, mais comparées à la taille de la Terre, elles ne sont rien de plus qu'une fourmilière. On a besoin de quelque chose d'au moins la moitié de la taille de la Terre et d'un dixième de sa masse qui nous foncerait dessus à 50 km par seconde. Essayons avec Mars. On pourrait modifier l'orbite de Mars, l'envoyer vers l'intérieur pour causer un impact de fin du monde. Il suffirait qu'ils passent assez près l'un de l'autre et leur gravité les mènerait dans une dernière embrassade mortelle. Quand la planète rouge remplira les cieux de la Terre, d'énormes tsunamis engloutiront les îles et les villes côtières. Et c'est là que les choses dégénéreront. Si vous vivez du côté de la planète frappée par Mars, vaporisation instantanée. Et le côté qui ne sera pas frappé subira des tremblements de terre qui déchireront les continents. La chaleur de l'impact transformera toutes les forêts en brasiers.
les montagnes fondues de la Terre et de Mars seront projetées dans l'espace avant de retomber dans une pluie apocalyptique et destructrice. 1 heure après l'impact, tout ce qui vivait à la surface de la Terre sera mort. Mais la Terre est si grosse, avec ses 6 milliards de trillions de tonnes de roches et de métal, que même un coup direct de Mars ne ferait que l'endommager en surface, mais la laisserait intacte. Pour vraiment détruire la planète, il nous faut quelque chose de plus gros, comme notre planète sœur, Vénus. Elle a à peu près le même diamètre et représente environ 80% de la masse de la Terre. Donc, si Vénus frappait la Terre, on serait fichu. Les 2 planètes exploseraient. D'énormes fragments fileraient dans l'espace. Mais la plupart des débris finiraient par retomber et former un amalgame entre la Terre et Vénus, plus gros que les planètes d'origine, et aussi mort que la Lune. C'est une bonne façon de détruire la Terre. Mais est-ce possible? Il y a 4,5 milliards d'années, un objet de la taille de Mars nous a frappés. La Terre en fusion était encore en train de refroidir quand une petite planète nous a heurté de plein fouet. C'est comme un ballon qu'on frappe dans le sable. Des tas de particules sont projetées. L'objet a arraché une partie de la croûte terrestre. Il a formé un disque de débris autour de la Terre. Et la Lune s'est formée à partir de ça. Mais même si les impacts planétaires sont possibles, Vénus se trouve à plus de 37 millions de kilomètres de la Terre et Mars à au moins 56 millions de kilomètres. Alors comment pourrait-on les amener jusqu'ici? Les planètes ont généralement des orbites très stables. Mais que se passerait-il si on sortait complètement une planète de son orbite normale? Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une orbite assez elliptique, qui est sujette aux perturbations gravitationnelles des autres planètes. De tels changements dans l'orbite de Mercure peuvent aussi affecter indirectement les orbites d'autres planètes. Mars pourrait prendre une trajectoire qui traverserait un jour l'orbite de la Terre. Certains affirment que les chances de collision entre la Terre et Mars sont d'environ 1% sur une période de 4 milliards d'années. Pas de quoi s'inquiéter, mais rien n'est impossible. Imaginez qu'il y ait une seule mouche dans tout ce stade et qu'elle vole d'un poteau de but à l'autre. Si je mets ma main comme ça, quelles sont mes chances de l'attraper? Vous ne pouvez pas dire 0, parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas. Mais vous diriez que les chances sont très faibles. Un impact planétaire est une bonne façon de détruire la Terre, mais ce n'est qu'un début. Si on veut une mort bien plus longue, lente et douloureuse, alors il faudrait essayer de modifier l'orbite de la Terre pour qu'elle s'écarte du Soleil. Bienvenue à notre solution numéro 9 pour détruire la Terre, la grande glaciation. Dans des circonstances normales, notre orbite elliptique nous fait passer à 4,8 millions de kilomètres plus loin du Soleil en juillet qu'en janvier. La raison pour laquelle il fait chaud en juillet au nord de l'équateur, c'est parce que c'est le moment où l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil. Si on écartait la Terre de notre Soleil de 4,8 millions de kilomètres par an, notre mort serait loin d'être instantanée. Si on bougeait un petit peu, on pourrait le gérer. Il faudrait porter plus de vestes. Mais si on s'écartait vraiment, les choses ne feraient qu'empirer. À presque 321 millions de kilomètres du Soleil, la lumière perd 2 tiers de sa brillance. Cela tuerait la plupart des cultures. Toute la chaîne alimentaire serait brisée si la Terre s'éloignait du Soleil. Si on veut vraiment jouer à ça, imaginons qu'on atteigne, disons, l'orbite de Neptune. Alors la plupart de notre atmosphère gèlerait. Une belle journée voudrait dire moins de 110 degrés Celsius. Rien ne pourrait survivre à la surface gelée. Les océans seraient des cimetières de glace.
Mais à 4 km sous la surface, l'eau serait toujours liquide, grâce à la chaleur des volcans souterrains. De l'acide sulfurique, sorti de ces conduits hydrothermaux, continuera à alimenter d'énormes vers tubicoles et d'autres formes exotiques de vie chimiosynthétique. Cette chaleur continue issue du noyau terrestre pourrait permettre à l'humanité de survivre dans des villes sous la surface. L'homme est une espèce très résistante. Et si la Terre devait s'écarter de son orbite pour geler progressivement, je pense qu'on trouverait des moyens de creuser le sol. On pourrait utiliser l'énergie géothermique pour convertir certains des matériaux gelés en liquide et pour transformer l'eau en oxygène et en gaz dont on aurait besoin. Des fermes souterraines pourraient nourrir quelques millions de personnes. Ce ne serait sûrement pas facile, mais au moins la planète ainsi qu'une fraction de personnes pourraient survivre. Mais ce n'est pas le cas avec notre méthode numéro 8 pour détruire la Terre. Nous approcher du Soleil pour obtenir le grand incendie. Imaginons que nous approchions de 4,8 millions de kilomètres par an du Soleil. Le terme réchauffement climatique serait insuffisant pour décrire la situation. La fonte des calottes polaires, ça, ce ne serait que le début. Le niveau de la mer grimpera de 60 mètres, mais de toute façon, toute cette eau finira par s'évaporer. Si on s'approche de la position de Vénus, à un tiers du chemin vers le Soleil, il arrivera un moment où toute l'eau liquide deviendra de la vapeur. L'atmosphère se chargera de dioxyde de carbone, l'effet de serre augmentera radicalement et la surface sera encore plus chaude que si la planète n'avait pas d'atmosphère. De l'Alaska à l'Australie, la température moyenne sera de 480 degrés. Toute forme de vie complexe périra. Et la planète finira par plonger dans le cœur nucléaire du Soleil. Les astronomes et les astrophysiciens ont trouvé 10 façons de détruire la Terre. Après l'avoir écrasée, puis gelée lentement, la planète est maintenant sur le point de plonger dans le Soleil, dans cette proposition numéro 8 pour détruire la Terre, le grand incendie. Morte, stérile et étouffée par les gaz à effet de serre, la Terre n'est plus qu'à quelques millions de kilomètres de l'étoile à qui elle doit la vie. Au bout d'un moment, tout ce qui restera, ce sera une grosse boule de cendres qui s'approchera de plus en plus du Soleil et qui finira par être désintégrée quand elle sera trop près. La vapeur sera déplacée par des effets comme le vent solaire. Elle sera complètement nettoyée et aura l'air d'une comète pendant une courte période. Au final, il ne restera plus que le noyau. Une boule de fer, de nickel et de matériaux radioactifs de 7000 km de large, aussi chaude que la surface du Soleil, mais 2 millions de fois plus petite. Et c'est pour ça qu'il finirait par rentrer en collision avec le Soleil. De son côté, le Soleil ne devrait rien sentir du tout. Pour modifier notre orbite de manière aussi radicale, il ne faudrait sûrement pas beaucoup plus qu'un Soleil égaré qui perturberait la gravité de tout le système solaire. Les chances pour qu'une étoile passe suffisamment près de nous sont très très faibles. Mais il n'est pas impossible d'imaginer que ça se produise dans les prochains milliards d'années. Si l'orbite solaire de la Terre était perturbée, une mort lente et douloureuse s'ensuivrait. Mais si sa rotation était interrompue, la fin serait très violente. C'est notre méthode numéro 7 pour détruire la Terre. Arrêtez de tourner. Si on arrêtait la Terre, mais pas les objets autour d'elle, ces objets continueraient à avancer. Ce serait comme d'être lancé contre un mur à toute vitesse. La Terre se déplace à environ 1500 km/h. Si elle s'arrêtait brutalement, l'atmosphère ne s'arrêterait pas forcément avec elle, ce qui provoquerait des vents de 1500 km/h tout autour de la planète en un instant.
Exactement au même moment, de grandes quantités de friction rotationnelle accumulée seraient relâchées dans une chaleur infernale. Les rochers fonderaient, les bâtiments fonderaient. Très vite, la Terre ne serait plus qu'un monde mort en orbite autour du Soleil. Notre cycle de jour et de nuit serait dicté par l'année, le temps qu'il faut à la Terre pour tourner autour du Soleil. Le jour durerait 6 mois et la nuit durerait 6 mois. Un côté absorberait la chaleur du Soleil pendant 6 mois, alors que l'autre côté sombre perdrait de la chaleur. Il n'y aurait que 2 saisons, horribles et pire qu'horribles. La différence entre le côté chaud et le côté froid finira par créer d'énormes colonnes de vent qui passeront d'un côté à l'autre comme des incroyables courants de convection. D'un pôle à l'autre, la zone d'ombre entre la lumière et les côtés sombres sera remplie de cyclones gigantesques. Quand la Terre se déplacera autour du Soleil, les 2 bandes de météo extrêmes de 19 000 km déferleront sur le globe. Donc tous les 6 mois, chaque endroit de la Terre aura une saison cyclonique. En gros, ce sera le gros bazar. Un bazar qui serait dur à réaliser dans la vraie vie. On peut imaginer que ça arriverait si quelque chose entrait en collision avec la Terre de la bonne manière. Il faudrait que l'impact soit parfait pour annuler la rotation de la Terre. Mais cette collision serait tellement énorme en énergie que l'interruption de la rotation serait le dernier de nos soucis. Même si l'interruption de la rotation terrestre serait catastrophique, au moins notre planète se trouverait toujours dans le système solaire. Mais il existe des forces dangereuses dans l'espace qui pourraient rayer toute trace physique de la Terre. Tout comme les restes très denses des anciennes étoiles qu'on appelle des trous noirs. La zone la plus dangereuse d'un trou noir est son horizon, un point gravitationnel sans retour. Si quelque chose passe par là, il n'aura aucune chance d'en ressortir. Il aspire l'espace-temps autour de lui et vers lui, si bien que toute la matière présente est aspirée dans le trou noir. Un trou noir de masse stellaire classique fait entre 5 à 10 fois la masse de notre Soleil. Si on mettait quelque chose comme ça à côté de la Terre, il détruirait sans aucun doute la planète. Mais corsons un peu les choses. Que se passerait-il si la Terre se trouvait entre 2 trous noirs? Avec 2 trous noirs, on s'amuse 2 fois plus. Et voici notre méthode numéro 6 pour détruire la Terre. Coincé entre 2 trous noirs. Un des 2 trous noirs tirerait sur le côté proche de la planète plus que sur son centre, ce qui étirerait la Terre. Mais il tirerait aussi sur le centre plus que sur le côté éloigné, ce qui étirerait encore la planète. L'autre trou noir ferait la même chose de l'autre côté. Les trous noirs tordent la croûte terrestre, soulevant ainsi les plaques tectoniques et déformant la lithosphère semi-solide souterraine. Du magma en fusion provoque des éruptions volcaniques apocalyptiques et les trous noirs empêchent la plupart des cendres et de la poussière de retomber sur la Terre. Dans les océans, de gigantesques marées se lèvent et ne retombent jamais. Tandis que des morceaux de la planète sont engloutis par les trous noirs, la matière et les gaz se transforment en énergie mortelle. Ce qui retombe dans le trou noir rejette des rayons X. Et ces rayons X se déverseraient sur la planète et tueraient tout le monde. Pendant ce temps-là, la Terre sera écartelée jusqu'à son point de rupture. Ils tireraient la Terre dans des directions opposées. Et ce serait comme quand les cow-boys attrapent les chevaux en saisissant au lasso leurs 4 jambes et en les écartant. Ce serait terrible. Est-ce que notre planète écartelée relierait toujours les trous noirs ou se briserait-elle en 2? Sur la liste des 10 méthodes pour détruire la Terre, le numéro 6 met la planète dans une position difficile. Elle est coincée entre 2 trous noirs. C'est une guerre gravitationnelle qui s'engage. Et la Terre est une corde qui ne supporte plus d'être tirée. Ce serait un cas extrême de spaghettification.
La Terre serait tirée dans chaque direction, écartelée entre les deux trous noirs avant de se déchirer. Et puis ces deux morceaux seraient aussi déchirés. Et les morceaux suivants seraient aussi déchirés. Une fois que les derniers spaghettis de terre seront aspirés dans les horizons, les deux trous noirs seront comme les deux serre-livres sur la bibliothèque où était auparavant rangée la Terre. C'est réconfortant de se dire que les chances d'être écartelé entre deux trous noirs sont minces, voire nulles. Mais le physicien et auteur de science-fiction Travis Taylor, qui a écrit différents ouvrages à propos de menaces réelles et imaginaires venues de l'espace, a une autre idée qui met en scène des trous noirs destructeurs. Si je voulais détruire la Terre, la méthode que je préférerais serait d'enfermer un trou noir dans son noyau pour qu'il dévore la planète de l'intérieur. J'assisterais au spectacle depuis une navette lointaine. Et c'est notre méthode numéro 5 pour détruire la Terre. Dévorer de l'intérieur. Un trou noir de masse stellaire serait parfait pour le job. Mais il existe d'autres possibilités plus intrigantes. Imaginons que le trou noir fasse la taille de ma boucle d'oreille. Un trou noir de cette taille aurait la même masse que la Terre. Prenons ce trou noir miniature et lâchons-le au-dessus du pôle Nord. Partons du principe que sa vitesse et son angle sont réglés parfaitement pour qu'il finisse par tourner au centre de la Terre. On sentirait tout de suite qu'il y a un problème. Si on parvenait à mettre un trou noir de la masse de la Terre au centre de la planète, alors la gravité à la surface deviendrait 2 fois plus puissante. Un ballon décollerait bien plus vite. D'un coup, on serait tous voûtés. Pendant que toutes les formes de vie luttent sans espoir, le trou noir miniature commence à avaler de la matière. Plus il en absorbe, plus la Terre s'approche de sa fin. Pendant qu'il avale des matériaux, tout ce qui se trouve au-dessus va s'effondrer, ce qui provoquera d'énormes tremblements de terre et des perturbations dans la croûte terrestre. Il y aura de nouveaux volcans, parce que le magma se déplacera dans de nouveaux endroits et remontera à la surface à cause de ce trou noir. On peut imaginer toutes sortes de scénarios très excitants. Après des mois de cataclysmes, le bouquet final ne prendra qu'une heure. La Terre finira par s'effondrer sur elle-même, et certaines parties de la planète seront avalées par le trou noir. Peut-être qu'il faudra se réfugier dans l'Himalaya pour survivre le plus longtemps possible avant d'être finalement avalé dans l'horizon et disparaître à jamais. Si vous étiez à bord d'une navette lointaine en train de regarder, la Terre ressemblerait sûrement à une coquille en train d'être cassée de l'intérieur. Elle s'effondrerait sur elle-même. Il ne resterait que le trou noir. La masse de la Terre entière existerait à l'intérieur du trou noir. Personne n'a jamais trouvé de trou noir avec une masse égale à celle de la Terre. Les trous noirs classiques se forment à la suite des supernovas, la mort d'étoiles qui était environ 10 fois plus massive que le Soleil. Mais il existe peut-être des trous noirs 1 million de fois moins massifs dans l'univers. Selon une hypothèse, peu après le Big Bang, il y avait tellement de matière concentrée que des millions de trous noirs miniatures, qu'on appelait des trous noirs primordiaux, se sont formés sans l'aide d'étoiles. On ne sait pas si ces trous noirs existent vraiment. Mais s'ils existaient, ils pourraient dévorer la Terre. Ce n'est sûrement pas une très bonne idée d'en chercher un juste pour essayer. Mais pourrait-on créer un mini trou noir ici, sur Terre? Par exemple, en utilisant un accélérateur de particules comme le grand collisionneur de hadrons qu'on trouve en Europe. C'est la question que nous a posée Justin L. de Salt Lake City dans l'Utah.
Est-ce qu'un grand collisionneur pourrait causer un trou noir? Justin, c'est une très bonne question. De nombreux physiciens aimeraient savoir si le grand collisionneur de hadrons finira par produire des mini-trous noirs. En principe, c'est possible. S'il compressait une grande quantité de matériaux dans un volume suffisamment petit, alors on obtiendrait un trou noir. Mais ne vous inquiétez pas, un trou noir de ce genre s'évaporerait très rapidement. Dans l'espace, le pouvoir destructeur des trous noirs provient de leur irrésistible gravité. Mais un manque de gravité pourrait être encore plus dangereux pour la Terre. C'est ce qui intrigue Alex Filippenko, un astronome dont les travaux révolutionnaires sur l'énergie sombre et l'accélération de l'univers lui ont inspiré sa propre vision de l'apocalypse. Je crois que ma méthode préférée pour détruire la Terre, c'est une perturbation dans ce qu'on appelle la gravité. Voici notre méthode numéro 4 pour détruire la Terre. Éteindre la gravité. Tout ce qu'on fait dépend de notre relation équilibrée avec la gravité. Mais que se passerait-il si la gravité décidait de rompre? Sans elle, ce qui monte ne redescendrait plus jamais. Les avions n'atterriraient jamais. Les arbres prennent racine dans le sol, mais il n'y aurait plus de sol. Et tout ça ne serait qu'un échauffement pour tout ce qui arriverait. La Terre se briserait en 1000 morceaux, un petit bout à la fois. Ça a l'air impossible, mais pourrait-on vraiment éteindre la gravité? Le plus fou, c'est que c'est une possibilité. Dans l'avenir, la gravité pourrait cesser d'exister. Des 10 méthodes que nous ont concoctées des astronomes et des astrophysiciens pour détruire la Terre, une des plus incroyables est la numéro 4. Éteindre la gravité. Aujourd'hui, la gravitation est une des 4 forces fondamentales, avec l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire forte, qui maintient les noyaux atomiques en place, et l'interaction nucléaire faible, qui est la source de la radioactivité. Mais à l'époque du Big Bang, il n'existait peut-être que 2 forces fondamentales, et non pas 4. À l'apparition de l'univers, l'interaction nucléaire forte était associée à ce qu'on appelle l'interaction électrofaible, un amalgame de l'interaction électromagnétique et de l'interaction nucléaire faible. Cette super force unifiée pourrait avoir créé une super énergie qui serait à l'origine d'une expansion presque instantanée de l'univers qu'on appelle l'inflation. Il est devenu incroyablement grand en très peu de temps. Mais une minuscule fraction de seconde après le Big Bang, l'inflation s'est interrompue quand les forces se sont divisées. L'interaction nucléaire forte s'est séparée de la force électrofaible, et elles sont devenues 2 manifestations différentes d'une force autrefois unifiée. Mais si une force apparemment unifiée peut se séparer en 2, est-ce que ça pourrait se produire avec la gravité? Cette possibilité terrifiante peut être représentée par une pièce. Elle possède 2 faces. Mais si on accorde de l'énergie à la pièce en la faisant tourner, les 2 faces ne font plus qu'une. On ne peut pas distinguer pile ou face. Mais quand la pièce perd de l'énergie, elle retombe sur pile ou sur face. Ce sont 2 résultats différents et aucun des 2 ne ressemble à la sphère symétrique de la pièce qui tourne. De la même façon, la gravitation symétrique pourrait un jour se diviser en 2 aspects différents. Chacune de ces 2 forces se comporterait différemment de la gravité qu'on connaît aujourd'hui. Tout ce qui est maintenu en place par la gravité serait désintégré. Et pour nous, terriens, ça signifierait la fin. Le corps humain ne serait pas affecté parce qu'ils sont maintenus par les forces électromagnétiques et non la gravité.
Mais tout le monde s'envolerait et suffoquerait dans l'espace, alors que la Terre se décomposerait sans la gravité pour la maintenir. Jupiter et les autres géantes gazeuses se dissiperaient. Le Soleil, dont la gravité faisait autrefois tourner les planètes comme des billes autour de lui, exploserait en 1000 morceaux. Le Soleil est principalement une grosse boule de gaz en fusion maintenue par sa propre gravité. Donc on peut imaginer qu'il disparaîtrait assez rapidement. Le Soleil et la galaxie ne seraient plus maintenus. C'est tout le système solaire qui partirait à la dérive. La Terre ne serait plus que des particules égarées dans un recoin d'un univers fait de poussière cosmique. Ce serait une fin incroyable. Bien sûr, il y a une autre manière plus simple de détruire la Terre. La faire exploser. Simple? Pas vraiment en fait. Mais il existe un moyen. Créer une bombe d'antimatière dévastatrice. Voici la méthode numéro 3 pour détruire la Terre. L'anéantissement par l'antimatière. Et c'est la méthode préférée de l'astrophysicien Clifford Johnson. L'idée de l'antimatière n'est pas dénuée de beauté. C'est la beauté horrible et terrifiante d'une incroyable implosion. L'antimatière est similaire à la matière, sauf que c'est son contraire. Et la matière et l'antimatière se détruisent en provoquant de glorieuses explosions. C'est l'E égale mc2 d'Einstein en action. On peut prendre la matière et l'antimatière, les combiner et obtenir une incroyable quantité d'énergie pure. Un demi-kilo d'antimatière ajouté à un demi-kilo de matière suffirait à produire une explosion de 44 mégatonnes. C'est une puissance comparable à celle d'une bombe thermonucléaire. Mais pour détruire la Terre, il faudrait bien plus que ça. Selon certaines estimations, on aurait besoin d'au moins 100 millions de milliards de tonnes d'antimatière. Si on prend un stade de foot comme repère, il faudrait en remplir des millions avec de l'antimatière avant qu'elle ne puisse interagir avec de la matière terrestre et relâcher assez d'énergie pour la détruire. Mais si vous avez vraiment envie d'essayer, il y a une usine d'antimatière à quelques 149 millions de kilomètres. Quand suffisamment d'énergie magnétique s'accumule dans le brasier nucléaire du Soleil, elle est relâchée dans des éruptions solaires. Une éruption importante peut générer jusqu'à 1 kg d'antimatière. Le contact avec la matière détruit l'antimatière presque instantanément, mais il existe des moyens de la contenir. On peut la suspendre sans la toucher en utilisant différents champs électriques et magnétiques. On peut ainsi conserver indéfiniment une quantité d'antimatière en suspension. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est collecter et stocker la production d'environ 100 quadrillions d'éruptions solaires. Une fois que vous avez une centaine de millions de milliards de tonnes d'antimatière, il suffit de la transporter sur Terre et d'éteindre le champ magnétique pour qu'elle puisse entrer en contact avec de la matière. Il suffirait de la mettre au centre de la Terre et de la laisser agir. Toute la matière implosera et la planète sera désintégrée. Mais même si l'explosion d'antimatière serait instantanée, il faudrait des dizaines de milliards d'années pour en ramasser suffisamment. Il n'y a pas tant d'éruptions solaires que ça. Il faudrait de nombreuses années pour pouvoir capturer et stocker suffisamment d'antimatière pour avoir une bombe de taille raisonnable. Les physiciens savent bien que l'antimatière n'est pas le seul type de particule capable de liquider la planète. Notre méthode numéro 2 pour détruire la Terre tient plus de la transformation que de la destruction. Transformer par de la matière étrange. C'est le genre de problème qui part de presque rien. Plus petit que les protons et les neutrons, c'est le monde des quarks.
Des particules avec des noms comme haut, bas ou étrange. Il ne faut pas trop s'attacher à la sémantique de ce qu'est un quark. Il vaut mieux dire que c'est une particule subatomique, le genre de choses qui constitue d'autres choses. Certains physiciens pensent qu'un nombre égal de quarks hauts, bas et étranges constitue un strangelet, une particule composée de ce qu'on appelle de la matière étrange. Ce qui la rend si étrange, c'est qu'elle est capable de changer la nature physique de tout ce qu'elle touche. Un peu comme la glace qui est capable de refroidir l'eau autour d'elle, mais en beaucoup plus extrême. Les strangelets aiment rendre les choses étranges en les transformant. Ils veulent que tout soit étrange. Imaginez que tout ce qui se trouve sur Terre, ainsi que la planète elle-même, soit transformé en bouillie non organique. Tout ça à cause d'un strangelet subatomique. Heureusement, il n'y a pas de strangelet sur Terre. Mais il est possible que l'immense gravité qu'on trouve à l'intérieur de soleils effondrés, aussi appelés étoiles à neutrons, soit capable de comprimer des quarks hauts, bas et étranges pour former de la matière étrange. Nous sommes très près d'obtenir la réponse. On le saura sûrement dans les prochaines années. Donc, si jamais vous trouviez un bout microscopique de matière étrange dans une étoile à neutrons, et que vous parveniez d'une manière ou d'une autre à le ramener sur Terre, et que vous ayez l'idée, disons, de le lâcher du haut de l'Empire State Building, que se passerait-il? Tous ces quarks étranges pourraient changer l'état de la matière sur la Terre. Une réaction en chaîne démarre. Les strangelets réagissent avec la matière ordinaire. La Terre est en train de changer. Mais en quoi? Sur la liste des 10 manières de détruire la Terre, la numéro 2 est sûrement la plus étrange de toutes. Transformer par de la matière étrange. Si on voulait changer toute la planète en un gros tas de quarks étranges, il suffirait de mettre quelques quarks par-ci par-là. Et la Terre se transformerait en quelque chose d'étrange, d'encore plus étrange que ce qu'elle est déjà. On a relâché de la matière étrange, un ensemble de quarks qu'on appelle des strangelets sur la Terre. Et quelque chose d'incroyable se produit. La première chose qu'elle touche se transforme en matière étrange. La deuxième aussi. Très vite, vous deviendriez aussi une version étrange de vous-même. Même si on observe le résultat au niveau subatomique, le noyau a une structure bien définie. On peut distinguer les protons des neutrons et ainsi de suite. Mais si on perdait cette structure, alors la matière perdrait la forme qu'on lui connaît. Les orbites uniques et les nombres de particules qui définissent les éléments individuels forment maintenant une masse indifférenciée. Tout devient de la matière étrange, des noyaux atomiques aux monuments et aux montagnes. Et tout ce qui est en vie meurt. Une fois qu'elle a commencé, la transition est assez rapide. Ce serait comme si on dissolvait quelque chose pour en faire un gros tas de matière. Ça deviendrait comme une pâte molle, une soupe de quarks. On pourrait finir par changer toute la Terre en un gros tas de matière étrange. Les trous noirs primordiaux, la fin de la gravité, l'antimatière et la matière étrange. La physique théorique peut-elle trouver un moyen encore plus bizarre de détruire la Terre? Bien sûr que oui. D'ailleurs, l'astrophysicienne Feria Lozel est prête à détruire la planète, ainsi que tout le tissu de la réalité. Je pense que ma méthode préférée pour exploser la Terre, c'est d'avoir une énorme phase de transition dans l'univers. Ce serait une phase qui nous amènerait vers un tout autre état. C'est la méthode numéro 1 pour détruire la Terre. La collision de mondes parallèles. Cette méthode a pour origine un autre cliché de la science-fiction que les physiciens commencent à prendre au sérieux.
l'existence d'univers parallèles. Il est possible qu'il existe d'autres terres et d'autres univers. Il faut voir notre univers comme une feuille en 2 dimensions qui existe ici et qui se déplace sur la feuille comme il se déplace en réalité dans notre espace en 3 dimensions. Et on peut ensuite se déplacer dans une autre direction, en dehors de la feuille, et tomber sur une autre feuille qui serait un univers différent. Notre univers serait identique à celui-ci, ou légèrement différent. Mais il faut absolument se rendre compte que ces 2 choses ne devraient jamais se rencontrer. Imaginons que notre univers est une feuille de papier, comme ça. Un univers proche serait une autre feuille. Mais si les 2 feuilles venaient à entrer en contact, on entendrait cette énergie. Imaginons que 2 feuilles de papier de la taille de l'univers entrent en collision. Combien d'énergie serait produite par une telle collision? Si on entrait en contact avec un univers parallèle, ça pourrait bien être la dernière chose qui nous arriverait. Ça ne détruirait pas uniquement les planètes. Ça détruirait les systèmes solaires, les galaxies, les amas galactiques, absolument tout. Ce serait la fin de notre univers. Mais est-ce que la fin de tout pourrait être le début de tout le reste? Si un Big Bang a créé notre univers, alors un autre Big Bang pourrait sûrement relancer tout le processus. Un autre univers pourrait en découler. Et peut-être que cet incroyable scénario apocalyptique s'est déjà produit. Le Big Bang a peut-être été causé par la collision entre 2 univers. Et peut-être que ça pourrait se reproduire. Et si c'était le cas, alors au bout d'environ 10 milliards d'années, on aurait peut-être une nouvelle Terre dans un autre univers. on a vu la Terre être détruite par un impact inattendu, par un froid extrême ou une chaleur étouffante. Sa rotation a été interrompue. Elle a été transformée par la matière étrange, puis spaghettifiée et avalée par des trous noirs, désintégrée ou bien simplement explosée. En théorie, en tout cas. Parce qu'en réalité, il est plus probable que notre planète continuera à tourner pendant plusieurs milliards d'années. Mais il existe tant de choses dans l'univers qu'on ne peut pas connaître ou prévoir. Une toute nouvelle Terre, dans un tout nouvel univers. Un endroit complètement différent, avec des lois physiques différentes. Ça veut dire qu'on devrait trouver 10 nouvelles méthodes pour détruire la Terre.